L'invité de BFM Business, David Doba. Et autour de la table de BFM Business aujourd'hui donc Georges Panayotis, le PDG de MKG Group. On va, si vous le voulez bien, parler donc du Crillon. Vous êtes un spécialiste de l'hôtellerie en règle générale et de l'hôtellerie de luxe également en particulier. On va donc parler du Crillon. On a appris il y a quelques jours maintenant qu'un contrat de 100 millions d'euros avait été remporté par Bouygues pour refaire donc les 14 000 mètres carrés de l'établissement. Concrètement, que va faire Bouygues avec ces 100 millions d'euros? Tout va être détruit, détruit à l'intérieur. Écoutez, le Crillon fait partie de quelques palaces qui n'ont pas subi une véritable rénovation depuis un certain temps. Et bien sûr, il faut remettre à jour ces bâtiments, pas seulement au niveau de clients, mais également au niveau des services techniques. Je vous signale qu'un palace fonctionne par ses sous-sols, parce qu'il y a tous les services techniques qui sont effectivement logés, et que par conséquent, il faut faire des travaux lourds pour remettre ces bâtiments en fonction et en rentabilité, puisque ces palaces ont aujourd'hui des exigences importantes à satisfaire vis-à-vis de leur clientèle. C'est-à-dire que nous, quand on pense palace, on pense aux chambres sublimes, avec des vues, avec un équipement technique. En réalité, vous nous dites que ça n'est pas ça. Le plus lourd des travaux seront plutôt dans la partie technique. Absolument, la partie technique est assez lourde, puisque effectivement, comme je vous disais, il y a tous les réseaux à installer, la climatisation, tous les systèmes modernes aujourd'hui d'exploitation qu'il faut mettre en place pour qu'un palace puisse effectivement satisfaire à tous les besoins qu'ils ont les clients. On a également appris que le Plaza Athénée allait finalement fermer durant quelques mois. Alors le Plaza qui a racheté pour 100 millions d'euros 3 bâtiments qui se trouvaient à ses côtés. Le Plaza qui espérait pouvoir ne pas fermer, pouvoir maintenir son activité et les travaux en parallèle, finalement ça n'est pas possible. C'est-à-dire que là aujourd'hui on se retrouve avec un deuxième palace qui va fermer place de Paris. Est-ce que la capacité hôtelière au niveau des palaces du coup est désormais suffisante? Non, depuis un certain temps, vous savez que nous sommes en pénurie en fait sur Paris, pas seulement au niveau des palaces, mais au niveau de l'hébergement tout court. Ces dernières années, nous n'avons pas fait une augmentation de l'offre. Au contraire, on a fermé quelques hôtels, dont le fameux hôtel Pullman à 2 pas d'ici, et qui avait une grosse capacité, qui était à plus de 600 chambres. Et donc c'est vrai que nous manquons d'offres sur Paris avec la mondialisation. Et j'espère que la rénovation d'une part de ces palaces fera placer Paris dans toutes les destinations de luxe, mais aussi on est obligé de suivre en termes des autres catégories d'hôtels. Aujourd'hui, Paris n'est plus dans les destinations de luxe? C'est une destination de luxe parce que nous avons quand même des palaces qui sont extraordinaires, et Paris c'est Paris, donc on ne peut pas dire que Paris ne fait pas, je dirais même que Paris est une des premières places mondiales dans le luxe. Il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le secteur, il y a encore, toujours dans le secteur du luxe, il y a encore quelques années maintenant. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir arriver encore d'autres acteurs dans les prochaines années selon vous? Oui, c'est possible, parce que vous avez de nouveaux marchés qui sont ouverts, à la fois au niveau de ce qu'on appelait les BRIC, et donc on voit aujourd'hui les Asiatiques être très intéressés par la destination, mais rien n'exclut que demain d'autres grandes puissances dans le tourisme viennent également s'installer sur Paris. Et ces nouveaux acteurs, ils viennent d'où? D'Asie principalement? Alors, il y a essentiellement aujourd'hui de l'Asie et du Moyen-Orient, mais aussi des États-Unis, puisque les Américains ont fait une belle entrée en la matière avec Hyatt. Et puis je pense qu'aujourd'hui le plus difficile, c'est effectivement de trouver des produits de qualité pour pouvoir mettre son drapeau. Ça manque aujourd'hui, en tout cas la ville ne propose pas suffisamment d'espace ou de lieux pour faire ce type d'hôtel. On a beaucoup critiqué le fait que les palaces qui étaient français sont désormais aux mains d'autres propriétaires, notamment du côté du Qatar, notamment du côté de l'Arabie Saoudite notamment. Mais est-ce qu'au final, en y réfléchissant bien, ça n'est pas un bien pour ces palaces? Parce que il y a une vision à long terme désormais. Ce n'est pas des fonds d'investisseurs qui vont essayer de faire une culbute assez rapide sur l'hôtel, mais plutôt il y a une réelle vision et un réel souhait de s'acheter une part d'histoire. Je pense qu'il faut déconnecter les deux choses aujourd'hui, l'exploitation
et puis bien entendu le portage de murs. Le portage de murs est très important et nécessite des capitaux importants et nécessite également une vue d'investissement qui est différente du court terme, c'est plutôt du long terme. Mais l'exploitation, elle, intéresse tout le monde parce que l'exploitation, elle tourne beaucoup plus vite avec des très bons rendements. Donc je pense qu'il faut dissocier les murs du fond. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut remercier également les Qataris ou les autres investisseurs qui viennent en France, à Paris également, pour mettre à jour ces produits et redonner à la destination sa vigueur qui est nécessaire pour attirer ces clientèles et être en compétition avec les autres destinations et les autres capitales. C'est très rentable un palace? Écoutez, c'est rentable dans le long terme parce C'est-à-dire que ces 100 millions d'euros par exemple là, qui vont être mis sur la table pour le Crillon, d'ici combien de temps est-ce qu'ils peuvent être amortis? Écoutez, normalement, en fait, au niveau de l'exploitation, on arrive à entre 10 et 15 ans d'avoir une bonne rentabilité, un bon retour sur le capitaux. Par contre, au niveau de Mur, c'est-à-dire la société foncière qui portera ces investissements-là, là, il faut entre 20 et 30 ans. Et je pense que là, c'est plutôt de placements qu'on peut appeler chez vous de fonds de portefeuille pour assurer une continuité à long terme. Alors votre cabinet, donc MKG, affirme que le secteur de l'hôtellerie, cette fois-ci l'hôtellerie en règle générale a connu un sévère trou d'air au mois de juillet. Comment est-ce que vous l'expliquez? Vous mettez en avant notamment, alors c'était un peu peut-être inattendu pour certains, le fait que le ramadan soit tombé durant cette période et ça a pu jouer effectivement sur l'hôtellerie. Écoutez, il n'y a rien qui n'était pas prévisible, hein. Le trou d'air était parfaitement prévisible. Les ramadans est une période où nous perdons une clientèle importante, qui est la clientèle arabe, à la fois sur la Côte d'Azur et aussi sur Paris, puisque cette clientèle remonte ensuite sur Paris. Je pense que aujourd'hui, nous avons également un deuxième phénomène qui est le pouvoir d'achat des Européens en particulier et puis des Français également. Et donc on a subi ces deux phénomènes qui étaient prévisibles. Et puis un troisième, si vous voulez, phénomène qui est la compétitivité de la Méditerranée qui revient avec les pays comme la Grèce, la Croatie et puis comme l'Espagne et qui ont un peu, pour des raisons économiques, revu à la baisse leur positionnement tarifaire et par conséquent ils sont beaucoup plus compétitifs que nous maintenant sur ce marché. En quoi est-ce que la crise ou les crises, puisqu'il y a plusieurs crises qui durent maintenant depuis 5 ans, ont modifié le secteur de l'hôtellerie? Les crises modifient parce que en fait, si vous voulez, en fonction des crises, soit on rénove ces établissements parce qu'ils ne sont pas aptes d'attirer une clientèle, soit effectivement on le repositionne sur de nouvelles clientèles. Ça peut être du low cost ou autre. Ça peut être également la clientèle de villégiature. On a trop tendance à confondre un petit peu, si vous voulez, ces types de clientèle au niveau de l'hébergement hôtelier. Il y a différents types de clientèle. Il y a les MICE, c'est une clientèle effectivement qui concerne les hommes d'affaires. Il y a les hommes d'affaires également, ce qu'on appelle les corporates, etc. Il y a le marché de tourisme, villégiature, et puis il y a effectivement un tas d'autres secteurs qui peuvent toucher les culturels ou d'autres types de tourisme. Et donc pour ces cas-là, il faut des produits adaptés. Et je pense que la France, au niveau de l'hébergement d'affaires, nous avons une compétitivité qui est très forte. Sur le tourisme, il y a encore matière à faire en dehors du bas de gamme avec les campings qui ont été très bien rénovés et positionnés. J'allais vous demander si dans le tourisme et dans l'hôtellerie, comme en règle générale aujourd'hui, il y a deux secteurs qui marchent, ce sont les low cost et le grand luxe. C'est le cas pour l'hôtellerie ? Le milieu de gamme souffre aujourd'hui ? Oui, en plus certaines villes, si vous voulez, où nous avons de la sous-capacité aujourd'hui, comme Paris, puisque effectivement Paris, nous sommes à peu près à 80% de taux d'occupation, et si on exclut les jours où l'activité est faible, ça veut dire que nous avons, nous refusons en fait de clients tout le long de l'année, puisque pendant 250 jours par an, les hôtels sont complets. Il y a un changement de TVA qui doit intervenir en 2014. La TVA dans l'hôtellerie va passer de 7 à 10%. On parlait tout à l'heure de compétitivité. Ça va forcément peser encore plus sur cette compétitivité des hôtels français. Absolument, parce que si vous prenez les deux puissances comparables à la France, qui sont l'Allemagne, l'Angleterre, et même la Suisse d'ailleurs, ils ont opté pour une baisse de la TVA pour renforcer les secteurs de l'hébergement et touristique. La France fait le contraire.
Il est fait même d'une manière un peu brutale, puisque nous sommes passés de 5,5 à 10, c'est-à-dire nous doublons, nous doublons, ce qui est totalement catastrophique, alors que nous avons une pénurie actuellement. Pourquoi ? Essentiellement parce que la rentabilité étant affaiblie, les investisseurs ne veulent plus investir dans le secteur. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, nous allons perdre de la compétitivité et certaines clientèles vont partir dans d'autres capitales ou dans d'autres destinations. Nous avons parlé tout à l'heure effectivement de la destination méditerranéenne qui a absorbé une partie de la clientèle traditionnellement qui venait sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Pourquoi ? Parce que la compétitivité, les prix sont beaucoup plus bas. On peut faire la même chose aussi sur la clientèle d'affaires avec les MICE, avec l'arrivée de Barcelone, de Londres ou d'autres capitales qui proposent aujourd'hui des produits de bonne qualité avec des prix attractifs. Comment expliquer qu'une ville comme New York, par exemple, où les hôtels sont extrêmement chers et pas toujours de bonne qualité, continue de voir ces hôtels se développer, même s'ils changent de main assez régulièrement, mais quelle est la spécificité de cette ville par rapport à Paris notamment, où vous nous dites les prix sont peut-être moins chers et les hôtels de bonne qualité? Écoutez, il y a deux phénomènes. D'abord, Paris se tient bien, comme je disais tout à l'heure, c'est une ville qui a une très bonne attractivité. Mais de l'autre côté, nous sommes en Europe, nous sommes en France et nous avons une croissance qui est pratiquement négative aujourd'hui dans notre continent et puis dans notre pays. Il est clair que les affaires fonctionnent mieux quand la croissance est là. Et elle est plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, elle n'est pas encore ici. C'est le public d'hommes d'affaires qui nous manque. C'est tout à fait, on a une corrélation assez forte et c'est ce qui fait espérer effectivement que si l'économie répare sur l'Europe et en France, nous allons effectivement avoir une amélioration nette au niveau de l'hôtellerie également. 2014, je pense que ça peut être une bonne année. Vous estimez même que dès septembre, le tourisme d'affaires devrait repartir? Oui, tout à fait, parce que d'abord, comme je disais également, c'est que la clientèle arabe qui nous est fidèle reviendra au mois d'août, elle remontera sur Paris au mois de septembre, elle fera effectivement de très bons scores au niveau de l'hôtellerie, mais nous avons également toute la clientèle d'affaires qui reviendra également et qui fera combler le trou d'air que nous avons eu au mois de juillet, sachant qu'aujourd'hui, par rapport à nos estimations, sur le premier semestre, on était légèrement en avance. On ne risque pas d'avoir un défaut, si vous voulez, dans les prévisions que nous avons annoncées depuis l'année dernière. Alors, puisque l'on parle d'économie, on a également entendu parler d'une nouvelle taxe, une de plus, on a envie de dire, en tout cas pour l'hôtellerie de luxe, une taxe qui aiderait donc les colonies de vacances. Alors, le gouvernement, via la ministre de la Jeunesse et des Sports, a affirmé que ça n'était pas pour le moment à l'ordre du jour, mais voilà, en tout cas, cette taxe est dans les tuyaux. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi je pense qu'il est triste, vraiment triste, que les secteurs de l'hôtellerie n'aient pas considéré à sa vraie valeur. Nous pesons entre 7 et 9% du PIB et nous avons très peu de retours de la part de nos gouvernants, qu'ils soient de gauche et de droite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je pense que le gouvernement examinera plutôt 2 fois qu'une tous ces éléments-là et qui prendra une décision sage. Vous êtes confiant ? Je suis confiant parce que je pense que ce gouvernement n'est pas plus bête que les autres et j'espère qu'effectivement François Hollande, à un moment ou à un autre, donnera la vraie valeur. C'était d'ailleurs son engagement de ce secteur qui avait dit qu'il était un secteur qui pouvait mériter d'être classé parmi les priorités. Donc nous attendons en tout cas les signes aujourd'hui nous laissent un petit peu douter, mais nous espérons que le bon sens prendra le descend. Alors, ce qui est marquant également, c'est que le taux d'occupation est en baisse pour ce mois de juillet, mais pas seulement. Les prix facturés sont également en repli. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'hôtellerie est obligée, les hôteliers en tout cas, de pratiquer des prix plus faibles, ou alors ça veut dire également que, eh bien, quand on va dans un hôtel aujourd'hui, on consomme moins d'extra, c'est-à-dire qu'on y vient, on y dort, mais ça s'arrête là? Non, je pense que quand effectivement, vous savez, comme toute industrie aujourd'hui, même dans les services, surtout d'ailleurs dans les services, nous pratiquons le yield management, c'est-à-dire qu'en fonction de la vigueur de la demande, on positionne la tarification. Il est clair que quand nous avons un taux d'occupation élevé, les prix sont un peu plus élevés. Mais en revanche, quand il y a une baisse d'activité, tout le monde essaye effectivement de rattraper le maximum des clients. Et là, la guerre est importante. Et c'est tout à fait sain d'ailleurs pour le consommateur de pouvoir lui proposer les meilleurs prix en fonction de la demande. Et je pense qu'aujourd'hui, cette baisse, elle est liée à l'activité. Je crois qu'au mois de septembre, on aura effectivement une légère augmentation du prix
prix moyen également et du taux d'occupation. Il y a un an maintenant, vous avez publié une tribune extrêmement virulente contre notamment Booking. Vous lui reprochiez de se réserver le droit de revendre automatiquement une chambre que l'un de ses clients aurait annulée, mais également de garder les coordonnées bancaires des clients ou encore d'effacer les coordonnées mail des clients avec les contacts par la suite avec les hôtels. Est-ce que les choses se sont un petit peu apaisées ou est-ce que vous parliez même d'affrontement avec les hôteliers, hein, ou est-ce que la situation est restée pour le moment identique? Écoutez, je pense que tous ces gens-là, qu'on appelle Trivago, Expedia, TripAdvisor, Booking ou autres, c'est des gens qui n'ont... centrales de réservation en réalité. C'est à la fois des centrales de réservation, c'est à la fois de pseudo-centres de gestion de réclamation des clients, etc. Le plus gros problème, si vous voulez, c'est que leur objectif, c'est plutôt de prendre une partie du bénéfice des hôteliers et même fixer la barre à leur façon, et pour des services qui ne valent pas la peine ni pour le consommateur, ni effectivement pour l'hôtel lui-même. Je pense qu'il faudrait rééquilibrer un peu ces choses-là. Il faut surtout réglementer, parce qu'il y a des règles qu'on applique d'un côté et de l'autre, non. Ces gens-là, ils sont installés parfois dans des villes ou dans des pays lointains. Ils pratiquent aucune réglementation. Et donc, je pense qu'il faudra harmoniser maintenant. Mais ces problèmes ne touchent pas seulement l'hôtellerie, d'autres secteurs aussi. Je crois qu'il faut donner les règles. Pensez à la restauration notamment ? Non, la restauration, mais tous les autres produits qui sont mondiaux aujourd'hui, qu'on peut acheter par l'intermédiaire d'Internet. Je crois qu'il faut une législation qui fait respecter les droits et les devoirs de chacun. Mais alors peut-être un peu naïvement, j'imaginais moi en me rendant sur une de ces centrales de réservation, un de ces sites que vous avez cités, qu'on pouvait avoir des prix peut-être plus attractifs ou que voilà, ça n'est pas une réalité. Hein. Écoutez, si ces centrales-là produisaient une nouvelle clientèle, les prix sont mérités. Parce que vous savez, les OTA, ils ont remplacé ni plus ni moins les agences de voyage qu'on avait auparavant, mais qui, eux, proposaient des services aux clients, qu'ils avaient un conseil à donner et qui orientaient la clientèle. Et là, nous assistons à un véritable détournement de la clientèle, de la propre clientèle de l'hôtel, celle qui avait l'habitude d'y aller, en majorité, pour effectivement la vendre encore plus cher sur l'établissement. Donc vous avez une partie du chiffre d'affaires, si vous voulez, aujourd'hui, qui traditionnellement était resté chez l'hôtelier, qui part dans ces Expedia ou autres, au Booking, et cette partie-là, parfois, ça pèse entre 20 et 30% du chiffre d'affaires, donc c'est significatif. Pour mémoire, à l'époque, les agences, ils étaient entre 8 et 12%. Oui. Et qu'ils avaient en plus un service. Mais c'est-à-dire que le client est perdant également, parce que les prix ne sont pas finalement aussi attractifs qu'ils peuvent le laisser croire. À long terme, il y a un rééquilibrage, tout ça, et qui, bien entendu, la personne qui payera, c'est le client. Parce qu'il est tout à fait naturel que chacun essayera de retrouver ses marges, et ceci ne peut se faire que par une augmentation à long terme de prix. Donc c'est vrai que je pense que les clients doivent être beaucoup plus proches de du fournisseur, du producteur qui est l'hôtelier, que de ces gens-là qui aujourd'hui vantent des mérites et des prix à la baisse, mais qui à la longue effectivement permettront à la fois une augmentation et peut-être sécher une partie de l'offre qui n'a pas pu être capable de répondre aux investissements. Georges Panayotis, où trouve-t-on aujourd'hui les meilleurs hôtels ? Écoutez, les meilleurs hôtels, vous les trouvez partout, dans toutes les destinations. Il y a toujours de bonnes adresses. On entend beaucoup parler des hôtels en Asie avec justement des services, une qualité de service qui est irréprochable. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons effectivement plusieurs types de clientèle. Vous avez, bien entendu, on confond toujours le tourisme avec les autres parties de l'hébergement, qui peut être les affaires, qui peut être effectivement la montagne. Vous ne pouvez pas aller skier effectivement en Asie dans certaines destinations. Par contre, vous pouvez le faire en France où nous avons un domaine skiable extraordinaire. Vous pouvez également venir en France pour organiser des congrès à Paris, etc. Mais vous ne pouvez pas le faire en Égypte ou ailleurs. Donc chaque tourisme a sa propre offre et sa propre clientèle. Donc ne confondons pas. Je pense que la France a des très beaux hôtels et elle manque peut-être sur le tourisme une véritable politique et volonté.
Parce que regardez les monuments les plus visités aujourd'hui sur la France, c'est Disneyland. Il y a quelques années, tous les déclinologues, tout le monde était contre ces projets-là. Nous avons besoin, pour développer le tourisme, refaire encore de ce type d'initiatives, parce qu'en plus, ils sont complémentaires. Sur la Méditerranée, nous sommes très pauvres. J'espère qu'un jour, on prendra conscience de nos atouts et développer un peu plus le tourisme d'une manière intelligente, puisque aujourd'hui, on sait ne pas faire les mêmes erreurs que certains ont fait à une certaine époque, en particulier en Espagne. Merci beaucoup Georges Panayotis d'avoir été avec nous aujourd'hui sur BFM Business dans donc l'invité de BFM Business. Je rappelle que vous êtes le PDG d'MKG Group. À suivre dans un instant, Paris est à vous avec Karine Vergnol à qui j'ai volé quelques secondes et je m'en excuse. À suivre également bien dès ce soir le grand journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver entre 18h et 19h30 tout à l'heure.